on va voir les fondamentaux des bases de données. Alors, je donne une définition simple. Une base de données, c'est un ensemble d'informations qui peut être facilement consultable et mise à jour. Pourquoi je dis simple? Si vous allez sur Wikipédia, vous en avez pour des pages et des pages de tout lire. C'est pour ça que je simplifie au maximum. On va parler de bases de données maintenant relationnelles et non relationnelles. Alors on verra la partie non relationnelle plus tard. Pour l'instant, on se concentre sur le relationnel. Une base de données relationnelle doit répondre aux propriétés acides. Alors, vous verrez en programmation, si vous débutez, on aime bien mettre des acronymes un peu partout. On aime bien mettre quelques lettres qui résument un mot. Dans le même style, on a MCD, MLD, MPD. Mais pour en revenir à notre acide, acide signifie atomicité. Alors, ça veut dire que si une partie d'une transaction échoue, tout va échouer. Dans une base de données relationnelle, en fait, si on commence à lancer une transaction et qu'elle échoue, tout ce qui fait partie de cette transaction va échouer. Au final, c'est quoi une transaction? C'est un ensemble d'informations. Donc, vous n'êtes pas plus avancé. Donc, je vais donner un exemple. Par exemple, je veux enregistrer une commande en base de données. Je veux, dans ma commande, donc enregistrer la partie qui concerne les produits que j'ai commandés. La partie qui concerne la ligne de commande avec la facture, le prix, etc. Si à un moment donné dans la commande, une partie échoue, je ne désire pas avoir qu'une partie qui existe en base de données et une partie qui n'existe pas. C'est pas très logique. Je préfère ne rien avoir au final. Donc, au final, atomicité signifie que soit tout passe, soit au contraire rien ne passe. Et ainsi, bien forcément, cela évite les mauvaises surprises. Cohérence. Alors, la cohérence dans un modèle relationnel signifie que l'on peut enregistrer que ce qui correspond au modèle. Le modèle, c'est ce que l'on met en amont, soit les différentes propriétés des tables. Par exemple, si j'essaie d'enregistrer un utilisateur qui n'a ni mot de passe, ni numéro de téléphone par exemple, et que j'ai décidé que c'était obligatoire, ça ne va pas l'enregistrer. De plus, si j'essaie d'enregistrer un utilisateur avec une info qui n'a pas été prévue, ça va dire qu'il y a trop de colonnes et que ça refuse d'enregistrer. L'isolation, donc pour simplifier, c'est le fait d'exécuter simultanément des transactions et qu'elles doivent se produire le même résultat, ou que de les exécuter l'une ensuite de l'autre. Pour simplifier, j'ai transaction 1, transaction 2, elles peuvent se faire en même temps, mais elles peuvent aussi se faire l'une après l'autre. Niveau durabilité, même en cas de panne, les bases de données ne sont pas supprimées. Maintenant, on va parler du SQL, donc Structured Query Language. Le SQL, ça permet de dialoguer avec une base de données relationnelle. Le langage permet de créer et modifier l'organisation des données, d'autoriser ou au contraire d'interdire l'accès à certaines données, d'initier et clôturer les transactions, et faire les opérations du CRUD. Create, Read, Update, Delete. Ça, vous en entendrez très souvent parler de CRUD. Système de gestion de base de données, SGBD, et quand on parle de relationnel, ça fait SGBDR. Un SGBD, c'est un logiciel qui permet d'administrer une base de données. Il va utiliser un langage, donc souvent c'est le SQL, mais ça peut être un autre. Les SGBD sont responsables de la bonne exécution des transactions, de la concurrence, donc l'utilisation des données par plusieurs personnes en même temps, de la sécurité des données, donc avec les droits d'accès. Voici quelques exemples. Donc il y a les relationnels, donc MySQL, MariaDB, Oracle, PostgreSQL ici. Les non relationnels, Redis, Cassandra, MongoDB par exemple. Modèle de données relationnel. Donc, une base de données relationnelle, c'est une représentation sous forme de tableau, comme on peut le voir ici. On pourrait dire, même si ce n'est pas tout à fait exact, que c'est comme un tableur Excel. La base de données relationnelle est faite avec des lignes, comme ceci, et des colonnes. Notre tableau a un nom, et ce nom c'est voiture. Donc c'est le nom de la table. Pardon, pas du tableau, de la table. Très bien. Les colonnes sont des attributs, mais on dit aussi propriétés. Et les lignes sont souvent appelées des tuples.
Mais plus souvent, en fait, on va parler de ligne parce que c'est plus simple. Donc, mais c'est important, en fait, d'entendre ce mot. Alors, d'après vous, en regardant notre table voiture, est-ce qu'il ne manquerait pas quelque chose? Pour moi, il manque quelque chose. Vous devez avoir compris, si vous avez vu les MCD, que c'est l'ID. Voilà. Donc, un identifiant, dit également ID, fait partie de contraintes que l'on peut rajouter. Une contrainte, ça va s'ajouter par-dessus une valeur pour lui ajouter une fonctionnalité particulière. Dans notre exemple, pour pouvoir différencier deux voitures, on pourrait dire que la plaque est l'identifiant de la voiture. Ça n'aurait rien d'étrange au final, hein, de dire que ceci c'est identifiant. Mais, dans notre cas, pour simplifier, on va tout de même ajouter un ID. Dans les cours de MCD, j'ai mis User ID, par exemple. Je pourrais mettre ID voiture ou User ID, par exemple, ou Voiture ID, etc. Ne mettre que ID, c'est juste aussi. Mais la raison, en fait, première pour laquelle je n'ai mis que ID ici, c'est pour une raison de place. Tout simplement. Notre ID sera une clé primaire. Ça signifie qu'une voiture aura un identifiant particulier qui ne changera jamais et qui sera unique. Auto-increment, comme son nom l'indique, ce n'est pas au développeur ou à la développeuse de décider de l'identifiant. C'est le système de gestion de la base de données qui va l'attribuer et va l'auto-incrémenter. Pour simplifier, un développeur va pas dire bon ben là c'est le 1 et puis là c'est le 3 et puis là c'est le 10. Ça va se faire automatiquement. Ça sera premier 1, deuxième 2, troisième 3, etc. Maintenant, on va parler de unique. On voit ici. Unique signifie que l'on ne peut pas avoir, on ne peut plutôt avoir qu'une seule fois la même valeur. Alors, quelle est la différence entre unique et clé primaire? Si je ne peux avoir qu'une seule fois la même valeur, vous voulez un indice? C'est quelque chose que l'on peut faire avec une valeur unique et que l'on ne peut pas faire avec une clé primaire. Un autre indice? Est-ce qu'une voiture aura toujours la même plaque d'immatriculation? Vous ne savez pas? Peut-être si, non. Bon, pour ma part, j'ai déjà changé ma plaque d'immatriculation. Alors, quelle est la réponse? Bon, vous avez compris, la réponse est non. Pourquoi? Deux possibilités. Vous êtes riche, vous achetez vos voitures neuves et vous changez les plaques régulièrement. Vous êtes pauvre, vous achetez des voitures d'occasion et vous changez de voiture qu'elle tombe en panne. Donc dans les deux cas, on change la plaque des voitures. Pour résumer, unique veut dire qu'on n'a pas le droit à avoir deux fois le même numéro, enfin deux fois la même info, mais cela n'empêche pas qu'elle puisse changer. Pour simplifier, partons sur notre exemple. Les emails sur les sites internet. J'ai le droit d'associer un email unique à mon compte, c'est-à-dire que deux personnes ne pourront pas avoir le même mail. Par contre, on peut créer un nouveau mail et sur les sites changer le mail avec le nouveau que l'on vient de créer. Parlons des relations. Alors là, ça se complique. Un propriétaire peut posséder une ou plusieurs voitures. Mais une voiture n'appartient qu'à un seul propriétaire. Ici. Là, on a nos propriétaires. Là, on a nos voitures. Donc, comme on peut le voir, j'ai mis ID 12 ici avec ID 1. Pourquoi? Parce que la voiture peut avoir un ID 1, le propriétaire peut être le 15, le 30, ou pourrait être le premier. Ça se pourrait en soi, mais ça peut être un ID totalement différent. Donc là, qu'est-ce qui se passe? J'ai la première voiture ici qui est associée au propriétaire numéro 12. Tout simplement. Maintenant, parlons des one-to-many, clés étrangères. On crée une clé étrangère, donc propriétaire ID, dans la table voiture qui représente l'identifiant du propriétaire. Ça veut dire que j'ai ma voiture jusqu'ici, jusqu'aux plaques de ID 1 jusqu'à plaque, mais dedans, pour identifier à qui appartient la voiture, j'ajoute un propriétaire underscore ID, qui est une clé étrangère. Many-to-many. Une voiture peut avoir plusieurs options. Une même option peut appartenir à plusieurs voitures. Ça veut dire que ma voiture numéro 1 peut avoir l'option numéro 7. L'option numéro 7, c'est la climatisation. Donc, la voiture numéro 1 peut être climatisée. La voiture numéro 3 peut
peut également être climatisée. Ça veut dire en fait que une voiture peut effectivement avoir plusieurs options et une option peut appartenir à plusieurs voitures. One to many, la table de jointure. On crée en fait une table de jointure voiture option, donc à présent, qui a pour clé primaire le couple de clés étrangères. Voiture ID de la table voiture et option ID de la table option. Ça veut dire que on a notre table de jointure. On pourrait penser qu'elle n'a pas de clé primaire. Eh bien si, en fait, c'est les deux ID qui existent, la clé primaire. Voilà, donc là, on a fait le tour. Je pense que j'ai clarifié certains points avant de passer aux bases de données. Vous avez toutes les cartes en main pour réussir.